Salut à tous! Avant que vous jouissiez de cette petite vidéo, petite info pratique. Cette vidéo aurait dû sortir le 31 octobre pour coïncider avec la fête d'Halloween, mais à cause des différents problèmes de droits d'auteur liés au film Resident Evil, il a fallu remanier le contenu. Donc à chaque moment où vous verrez des images du film, vous verrez en gros le logo Umbrella Corporation, suivi des écriteaux droits d'auteur. C'est assez dommage, mais nous n'avons pas le choix pour que vous puissiez jouir de cette... Pourquoi je dis jouir d'ailleurs? Enfin, pour que vous puissiez profiter de cette vidéo. Je vous souhaite quand même un bon visionnage et encore merci pour les 10 000 abonnés. Ciao! Oh non, j'ai pas pris la bonne clé pour ouvrir la porte. J'avais pas assez de place dans mon inventaire. Ah ah non, 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 non. Quel cauchemar. J'ai cru que j'avais les enfants de garde. Papa? Quoi? Pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous connaissez mon amour inconditionnel pour la saga jeux vidéo ludique Resident Evil. Connu sous le nom de Biohazard au Japon et développé par Capcom sous la direction de Shinji Mikami en 1996, le jeu est un type survival horror inspiré de jeux comme Sweet Home ou Alone in the Dark, où une équipe de policiers appelés les Stars avec comme protagonistes Chris Redfield et Jill Valentine arrive dans un manoir afin d'enquêter sur des meurtres étranges près de la ville de Raccoon City. Ils sont très vite dépassés par la situation car ils se font attaquer par des zombies et autres créatures cauchemardesques et doivent tenter de survivre et de s'enfuir de ce manoir bondé d'énigmes et de pièges en tout genre, afin de découvrir à la fin que tout est dû à un virus mortel qui transforme tous ceux qui sont en contact avec lui en monstres divers à des fins militaires sous la direction de la compagnie pharmaceutique corrompue d'Umbrella. Le jeu est célèbre pour son atmosphère tendue, ses puzzles complexes et ses moments de frayeur. Il a été un des pionniers du genre survival horror et a donné naissance à une franchise très populaire, avec maintenant plus d'une quinzaine de jeux à son actif si on compte les spin-offs et les remakes. En 1997, alors que Capcom travaille sur Resident Evil 2, le jeu, Constantine Film, connu à l'époque pour le film L'Histoire sans fin, achète les droits de jeux vidéo Resident Evil afin d'en faire un film et engage le scénariste américain Alan B. McElroy afin d'écrire un script qui ne sera hélas pas approuvé par la production. Parallèlement, en 1998, sort au Japon une publicité pour Resident Evil 2 réalisée par celui qui a inspiré Shinji Mikami pour son ambiance dans son jeu d'horreur, George Romero. D'ailleurs, Sony a été impressionné par la publicité qu'il a réalisée pour Resident Evil 2, le jeu, et lui demande d'écrire et de réaliser Resident Evil 1, le film. Pour cela, Romero demanda à un assistant de jouer au jeu afin que son film soit le plus fidèle à cette adaptation, en ajoutant dans le script tous les personnages du jeu. Il a écrit au total 6 ébauches de script qui ont tous été rejetés car bien que le script de base était apprécié par Capcom et Sony, la décision finale revenait à Bernd Eichler, le fondateur de Constantine Film, qui trouvait que le script était trop gore et qu'il aurait fallu mettre le film en R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagné d'un adulte. Et comme la réussite de ce film se basait sur une adaptation de jeux vidéo, il fallait qu'il soit le plus visionnable possible en termes d'entrée.
Parce que faire un film qui adapte au mieux l'esprit de la licence avec son côté gore et horrifique, c'est bien. Mais faire plus d'entrées pour profiter de l'argent des enfants, c'est mieux. George Romero est donc écarté du projet. Alors qui appelé pour réaliser ce film, si même Romero n'a pas su plaire au patron de Constantine Film? Il y a bien un homme qui sort du lot. Un réalisateur qui va plaire à cet homme grâce à ses adaptations de jeux vidéo au cinéma. Je veux bien sûr parler de... Uwe Boll? Non, pas Uwe Boll. Je suis d'accord que mon émission, elle essaye de sauver des films, mais il y a des choses innuables là. Non, on va parler de Paul W.S. Anderson. En 1995, Mortal Kombat réalisé par Anderson est le premier film adapté d'un jeu vidéo qui connaît un réel succès. Après avoir joué à Resident Evil sur PlayStation, le réalisateur y voit un fort potentiel cinématographique et écrit un premier script qui montre au président de la Constantine qu'il l'embauche avec un fort enthousiasme. Et est-ce que le patron de la Constantine l'a embauché pour le respect de son script ? Ou l'a-t-il embauché pour la notoriété qu'il a eue par rapport à son dernier film lié à un jeu vidéo? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que le film n'a eu que 36% de notes positives sur Rotten Tomatoes et qu'il est temps maintenant de faire un résumé du film pour voir si l'œuvre respecte l'intrigue originale. Le film s'ouvre sur un résumé rapide sur un ordinateur de la société Umbrella Corporation, qui est au début du 21e siècle l'entité commerciale la plus puissante des États-Unis et que son influence politique et financière est omniprésente. Que Umbrella est le premier fournisseur mondial en technologie et en produits et soins médicaux, mais que secrètement cette société met au point des armes virales et transition, nous voyons un scientifique en train de faire mumuse avec des fioles dans un laboratoire et... temps mort. C'est le premier reproche que j'ai à faire en termes d'adaptation au niveau de l'histoire pour le film. Je m'explique. Quand vous jouez aux jeux vidéo, vous n'avez que pour information qu'il y a des zombies qui essayent de vous bouffer. Et c'est au fil de l'aventure et à force de trouver des documents que vous avez l'information des agissements d'Umbrella dans un labo secret en dessous du manoir. Alors que dans ce film, nous commençons direct dans ce même labo appelé le Hive, ou la ruche pour les non-bilingues, où un homme vole les échantillons du virus et en détruit un volontairement afin de contaminer toutes les personnes présentes. À peine le voleur a eu le temps de s'enfuir que l'intelligence artificielle qui contrôle le laboratoire appelé la Reine Rouge découvre l'incident et décide de mettre le labo en quarantaine et de tuer le personnel présent afin de contenir le virus. Alors vous connaissez mon amour inconditionnel pour les intelligences artificielles depuis la vidéo sur Terminator 3, mais autant asphyxier avec un gaz et lâcher la cabine d'ascenseur afin de tuer le personnel pour éviter une contamination d'un point de vue d'une machine, c'est rapide et efficace. Mais quand tu vois qu'il va jouer avec un autre ascenseur afin de décapiter une gonzesse pour nous faire croire qu'elle va s'en sortir, c'est complètement sadique et complètement débile d'un point de vue d'une machine qui a soi-disant une intelligence surdéveloppée. Transition, nous nous retrouvons maintenant avec une jeune femme complètement nue dans une douche parce que... Nichon fessier, nichon fessier. Oui, parce que autant on a évité le gore pour que le film il soit pas interdit aux moins de 18 ans, autant on peut mettre une femme à moitié à poil pour ajouter un petit peu de fantaisie. Malheureusement, on ne sait pas grand chose sur cette jeune femme à part qu'elle a des flashbacks et qu'elle est perdue dans le fameux manoir qu'on découvre maintenant. Bon, au moins on découvre un lieu qui a l'air identique au jeu vidéo. Mais par contre, je crois pas qu'on ait affaire à Jill Valentine là. La femme complètement perdue commence à aller dehors afin de voir si elle est complètement seule dans cette immense bâtisse et... Ah bah oui, techniquement on est dans un film d'horreur, faut bien qu'il y ait un petit jumpscare de temps en temps. Mais là, tout d'un coup, un homme l'attrape par la taille, l'emmène à l'abri avant qu'il se fasse tous deux interpeller par un commando d'élite d'Umbrella investissant le manoir. Je suis de la police! Je vous dis que je suis officier de police! Il est de la police? Mais ça veut dire que... c'est Chris Redfield? Enfin un personnage que je connais! Le flic, qui c'est? Matthew Addison. Je ne l'ai pas dans les fichiers. Mais c'est normal que tu l'aies pas dans tes fichiers. Même nous on le connaît pas. C'est quoi cette adaptation de merde? Le chef du commando attrape la jeune fille afin de lui réclamer son rapport. Ce à quoi elle répond qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Et je t'avoue que moi non plus, parce que pour le moment on est très loin du jeu vidéo là. Je comprends rien à ce qui se passe. J'étais en train de prendre ma douche et puis je suis tombée. Ils décident de retirer leur masque pour qu'on voit leur visage alors qu'il y a un potentiel danger bactériologique et embarquent nos deux protagonistes dans un passage secret du manoir qui les emmène au Hive, le labo secret. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'univers du jeu vidéo, le manoir correspond à 80% du gameplay. Nous découvrons avec le personnage cette ambiance macabre, ce manoir complètement isolé du monde et des zombies qui vous attaquent. Le suspense est à son comble jusqu'à la fin où vous découvrez qu'un laboratoire est caché sous le manoir avec des expériences liées
appuyé sur un virus où il y a eu un incident et que tout le monde a été transformé en zombie. Mais dans ce film, le manoir est tout de suite squeezé en moins de 10 minutes et nous partons directement dans le laboratoire. C'est assez dommage. Ils vont pour grimper dans un funiculaire qui vont les emmener droit au laboratoire, mais l'appareil ne démarre pas. Ren va alors pour rebrancher les fils d'admission en dessous jusqu'à ce qu'elle s'arrête pour observer un trou dans une grille et... Alors, ça y est. Nerveuse? Les jumpscares, c'est ma passion. Maintenant que les câbles sont branchés, le train se met en marche et les emmène au laboratoire. Mais pendant leur trajet, ils font la connaissance d'une seconde personne, elle aussi amnésique, qui gardait l'entrée du manoir avec la jeune femme blonde. Car oui, le commandant de l'équipe va enfin nous expliquer tout ce qui se passe. La femme blonde et le jeune homme trouvé à l'arrière du funiculaire sont en fait des agents d'Umbrella qui protégeaient l'accès du manoir avec comme couverture de jeunes mariés qui venaient d'emménager dans la bâtisse. L'intelligence artificielle du Hive a diffusé un gaz neurotoxique dans tout le manoir afin de rendre inconscients ses occupants pendant une durée de 4 heures, avec comme effet secondaire une amnésie partielle d'une durée variable. Il explique pourquoi le commando a été envoyé. Il y a 5 heures, la Reine Rouge, le nom de l'intelligence artificielle, c'est bizarre comme nom, la Reine Rouge, c'est quoi le rapport, est devenue meurtrière et a tué les 500 personnes travaillant dans le centre de recherche et a tout verrouillé. Ils sont donc là pour la neutraliser. Et alors que Matt écoute d'une oreille attentive le commandant tout en restant concentré sur une bouche d'aération, Pauvre type. Les jumpscares, c'est ma passion. notre commande d'élite arrive à un étage qui n'est pas référencé par l'ordinateur de l'informaticien de l'équipe, mais le chemin est le bon pour aller dans la chambre d'activation de la Reine Rouge et en profite pour examiner les lieux et trouver d'éventuels survivants, car il n'y avait aucun système de gaz dans cet étage. C'est alors que la jeune femme blonde examine un container. J'ai dit de ne pas s'éloigner. Les jumpscares, c'est ma passion. Alors que Ren et GT sécurisent l'étage gardant un œil sur Matt le prisonnier, les agents d'Umbrella arrivent dans la chambre de la Reine Rouge. L'informaticien trouve les codes pour déverrouiller les portes afin de pouvoir entrer dans la pièce et la débrancher. C'est ainsi que les 4 mercenaires entrent dans le couloir. C'est à ce moment-là du film qu'il faut que je vous dise que le film a coûté 33 millions de dollars, sûrement à cause de Mila Jovovich et de Michelle Rodriguez. Il va peut-être falloir faire que 2-3 coupes dans le budget. C'est alors que les 4 mercenaires se retrouvent enfermés dans la pièce et la Reine Rouge active ses défenses en lançant des lasers qui coupent tout sur leur passage. Ah, je pensais pas à une façon littérale comme ça de couper le budget. Ce laser est tellement puissant qu'il coupe même l'acier, et donc les membres de ses victimes. Ah, je viens de comprendre le rapport avec la Reine Rouge, là. Qu'on leur coupe la tête! Seul le commandant réussit à esquiver tous les lasers, mais ne peut rien faire face au dernier quadrillage. Je reviendrai sur la scène des lasers un petit peu plus tard, mais pour ce qui est de la Reine Rouge qui dirige le système de défense, on est d'accord qu'elle est complètement conne, là. Parce que bien qu'en termes de cinéma ça marche, je peux comprendre, mais si tu peux faire un laser inévitable depuis le début, pourquoi tu joues avec eux? Si c'est pour en plus oublier de détruire le seul truc qui pourrait te créer du tort. Tu n'es pas une intelligence artificielle, tu es juste sadique et débile. Mais bon, évidemment, si on fait pas comme ça, y a pas d'histoire, faut avoir de la suspension d'incrédulité, bon allez on passe à la suite là. Kaplan a donc désactivé les systèmes de défense retard pour sauver les membres de son équipe, et part donc avec la valise IUM avec la jeune femme amnésique dans la chambre de la Reine Rouge afin de la désactiver. Cette dernière prend donc la forme holographique d'une petite fille afin de les apitoyer. Oh la mignonne petite fille, tu veux un bonbon? Un bonbon? Tu veux voir ce qu'il y a dans notre poche aussi? Papy, c'est un hologramme. Oh le quoi? N'écoutant pas cette jeune fille holographique tout à fait mignonne qui a juste fait un génocide de 500 personnes, Kaplan la débranche momentanément et récupère sa carte mère, ce qui a pour effet de désactiver toutes les portes et tous les systèmes de sécurité qui étaient verrouillés jusqu'alors. Du côté de JD, Ren et Matt qui étaient restés dans la salle des containers, ils entendent un bruit suspect non loin de leur position et la tête brûlée du trio décide d'aller inspecter les lieux et fait une étrange découverte. Elle tombe sur une personne mal en point mais se fait mordouiller et câliner par passion, c'est sûrement une fan de Michelle Rodriguez. Et top! On est à 39 minutes de long métrage, soit pratiquement la moitié du film et la première créature attaque. Ce serait peut-être temps d'y aller, parce que c'est un film de zombies à la base. Ren repousse sa fan hystérique et la grippe de balle tout simplement parce que... C'était une folle furieuse, elle m'a mordu. Ah, ces Américains, il faut pas trop les faire chier, sinon ils vous plombent la gueule. Mais blague à part, JD a une très bonne réaction dans cette scène. C'est ce qu'on appelle l'ironie dramatique. Le spectateur sait qu'il y aura des zombies et pas lui. Il va d'abord le tirer dans la jambe afin de l'arrêter. Cela permet d'introduire ces créatures de façon totalement normale. Par contre, ce qui est totalement débile, c'est ce qui se passe juste après. Elle est partie. C'est pas vrai. Elle était étendue là, mais elle s'est tirée.
Je suis parti me cacher un peu plus loin parce que je suis une zombie intelligente, je vous saute dessus sur la prochaine scène. Alors que la blonde et Matt examinent le sang par terre qui n'est pas du tout ordinaire au commun des mortels, les mercenaires se font vite encercler par une horde de zombies qui ont pu sentir leur présence et s'ensuit une bataille de pan pan piou piou, j'explose tout, et Père JD qui a tenté d'ouvrir un ascenseur qui était rempli d'autres zombies qui attendaient que le repas soit servi. Le groupe va en retraite et se retrouve séparé. C'est à ce moment qu'une arme bactériologique appelée le Lickers, ou lécheur pour les non-bilingues, décide de s'enfuir de son container n'étant plus alimenté en énergie. La blonde se retrouve toute seule dans une salle de service vétérinaire du Hive et voit que les cages sont complètement déchiquetées. Elle se fait attaquer par un chien infecté et n'a d'autre choix que de s'enfuir, et se fait câliner par un zombie qu'elle dézingue à coups de pied retournés. On a le droit à un petit flashback style mémoire dans la peau pour montrer que la blonde est surentraînée et récupère le flingue du zombie afin de faire une boucherie de chien dans la pièce d'à côté, mais n'a plus de munitions, et alors qu'il reste un Doberman en vie, enfin façon de parler, la demoiselle prend appui sur un mur et éclate la gueule du cabot. Et c'est à la fois complètement badass et complètement irrespectueux par rapport aux jeux vidéo. Mais on en parlera après, on va essayer de finir l'analyse du film rapidement là. Quant à Matt de son côté, il est allé dans les bureaux afin de faire quelques recherches de documents avec un petit jumpscare pour la route car ça reste aussi un film de zombies. Et tombe comme par hasard scénaristiquement sur sa sœur qui décide de lui faire un gros câlin parce qu'elle est contente de la voir. Mais la blonde l'assomme avec un gros presse-papier parce qu'elle est jalouse. On apprend grâce à un flashback de quelques secondes que la blonde connaissait Lisa, la sœur de Matt, qui s'était infiltrée dans le Hive afin de voler un flacon de virus T. Quatrième référence au jeu au bout d'une heure de long métrage, on avance doucement mais sûrement. Et que la blonde allait l'aider à en récupérer un échantillon et que Matt est un révolutionnaire voulant faire tomber Umbrella avec ses pratiques illégales. Les survivants se retrouvent tous dans la salle de contrôle de la Reine Rouge et font un point sur la situation. Ils ne peuvent pas prendre les issues principales car elles sont bloquées par les zombies, leurs munitions sont limitées et ils n'ont qu'une heure pour se barrer car les portes blindées se baisseront et les condamneront pour éviter toute contamination extérieure. La blonde commence à s'affirmer en reprogrammant la Reine Rouge pour la questionner tout en demandant à Kaplan de mettre un système de commande à distance pour la débrancher. C'est alors que la Reine Rouge leur informe pourquoi elle avait mis en quarantaine le Hive et tué tous ses occupants. En effet, une fuite de virus T a été détectée dans un labo et comme étant extrêmement virale aussi bien à l'état liquide que dans l'air, elle a ainsi agi en conséquence. Alors là, ma petite Reine Rouge, c'est le genre d'information qu'il aurait fallu donner tout à l'heure plutôt que de dire Vous allez tous mourir ici. Vous allez tous mourir ici. L'intelligence artificielle leur explique que le virus T réactive les corps mais ne laisse que les fonctionnalités les plus basiques à l'hôte et qu'il suffit de se faire mordre ou juste égratigner pour être contaminé et leur donne aussi le moyen le plus efficace pour les détruire. Endommager le système cérébro-spinal en provoquant un traumatisme crânien est la méthode la plus efficace. Il faut leur tirer une balle dans la tête. Et c'est là que la blonde lui lance un ultimatum. Dites-nous comment sortir d'ici. Si vous refusez de nous aider, nous appuierons sur le bouton. C'est clair ? Alors, mesdames et messieurs, petite énigme pour vous. Je suis une intelligence artificielle, donc dépourvue d'émotion, qui doit choisir entre deux options. Condamner les 5 survivants quitte à être débranchés au moment où il n'y a aucun risque de contamination, ou bien donner un chemin d'accès aux 5 survivants pour qu'ils puissent s'enfuir, dont l'un d'eux est déjà fortement contaminé, mais je suis encore actif. Quelle est l'option la plus logique selon vous? La Reine Rouge leur donne un accès pour pouvoir s'enfuir, qui les mène dans les galeries qui servent à alimenter le Hive en eau, gaz et électricité. Ils sont malheureusement rattrapés par les zombies et décident de grimper sur les canalisations pour pouvoir les éviter. Canalisations qui lâchent malheureusement à cause de leur poids et perdent Kaplan, se faisant mordre par plusieurs zombies, mais réussit miraculeusement à s'en sortir, mais ordonne au groupe de partir et de le laisser à son triste sort. Alors moi je vais rester là. Je veux que vous partiez, c'est un ordre. Les 4 derniers survivants sortent des égouts et arrivent là où était entreposé le virus. C'est alors que la blonde a un nouveau flashback, avec une révélation. Il existe un antivirus, et donc un moyen de se soigner de l'infection. Mais au moment de rentrer dans cette pièce pour prendre les flacons, plus de virus, plus d'antivirus, plus rien. Où sont passés tous ces flacons? C'est alors que nous avons le flashback final, le flashback du deuxième agent. En effet, Spence, le deuxième agent qu'on n'a pas vu beaucoup dans ce film, est le monsieur du début qui a volé les échantillons et volontairement cassé un afin que le Hive se détruise de l'intérieur et qu'il puisse revendre les flacons au marché noir. Alors qu'il explique son plan de grand méchant comme tout grand méchant fait dans un film, il se fait mordre par une zombie bonne en apnée et enferme les survivants pendant qu'il retourne vers le train pour récupérer sa petite valise remplie de flacons. Et alors que notre grand méchant est en train de se vacciner et qui va bientôt pouvoir s'enfuir du complexe, il se fait tuer comme une grosse merde par un Lickers qui est en train de passer par là.
Décevant, hein. Bref, retournons sur nos 3 survivants. Les 3 survivants sont secourus par Kaplan qui n'était pas mort, il a réussi à s'enfuir des zombies par un autre chemin et a fait sursauter la Reine Rouge pour ouvrir la porte à nos héros. La blonde coupe les ponts avec son mari. Dommage, tu me manques déjà. Et embarquent tous dans le train tout en se vaccinant contre le Covid. Et c'est alors que le boss final arrive. Le liqueur s'est muté et est bien plus fort qu'avant, mais grâce à une idée ingénieuse de nos héros, ils arrivent à ouvrir la trappe du wagon et le liqueur s'embrase. Ouais, c'est toujours plus crédible que d'avoir un lance-roquette dans la soute. Kaplan s'étant fait éjecter par le Lickers et Ren s'étant transformé en zombie dans le train, il ne reste plus que la blonde et Matt de vivant. Et allant pour sortir du manoir pour informer les autorités des manigances d'Umbrella, ce dernier commence à muter suite des blessures du Lickers. Et plein de monsieur en tenue d'astronaute arrivent pour les mettre tous les deux en quarantaine. Il est en train de muter. Mettez-le dans le programme Nemesis. Pardon, je viens d'avoir un orgasme de fan là. C'est un peu con que ça arrive qu'à la fin du film. Bref, allez, pour la conclusion du film, la blonde se réveille dans un hôpital avec plein d'aiguilles dans son corps et s'enfuit de la bâtisse et se retrouve dans la ville de Raccoon City, dévastée par l'épidémie du virus qui a transformé tous ses habitants en zombies. Une nouvelle bataille commence pour elle alors, et fin. Bon, je vais avoir du mal à l'admettre parce que je suis quand même fan de la licence jeux vidéo ludique, mais c'est une très bonne adaptation du jeu vidéo. Non, attendez, calmez-vous, laissez-moi au moins argumenter. J'ai dit plus tôt dans la vidéo qu'il n'y avait pas beaucoup de références aux jeux vidéo, mais quand on creuse un petit peu, il y en a plus qu'on ne le pense. On a parlé du manoir et du laboratoire qui est dans Resident Evil 1, mais le passage dans les égouts et le train à la fin avec le boss final avec un petit compte à rebours, c'est tout simplement un clin d'œil à Resident Evil 2, le jeu. Et même ce compte à rebours n'est pas anodin. S'il est réglé à 3 heures, c'est pour une référence bien précise. Quand vous connaissez le jeu par cœur, vous pouvez aisément le finir en moins de 3 heures et débloquer une arme à munitions illimitée. Ça a du sens finalement. Ils ont même ajouté d'autres références comme Ren qui compte ses munitions. C'est ni plus ni moins que le joueur qui est en train de regarder son inventaire. Même le fait que les corps disparaissent quand tu passes d'une pièce à l'autre, ça aussi c'est une référence au jeu. Quand vous tuez un zombie, que vous passez une porte et que vous revenez, il est plus là. On va parler un petit peu aussi des effets visuels. Les zombies par exemple. Le maquillage est excellent pour certains. Regardez, on y croit presque. Le Lickers, on est en 2002. C'est sûr qu'on fait mieux maintenant, mais je trouve que pour l'époque, ça fait le taf. La séquence des lasers, elle est très bien réalisée. Il y a juste la fin qui foire tout, c'est dommage. On va parler des personnages maintenant. Alors évidemment, j'aurais aimé tomber sur Jill Valentine ou Chris Redfield ou des membres du Stars. Là, on a vraiment un panel de personnages inédits. Mais il faut qu'on s'y arrête un petit peu. On tombe sur une bande de mercenaires avec chacun leur rôle. Le leader, le cerveau, la tête brûlée, le comic relief. Et le film les montre comme des agents d'élite surentraînés, mais va nous prendre à contre-pied à chaque fois. Le leader se fait tuer dès le début, le comic relief va se faire tuer par les zombies, la tête brûlée s'affaiblit au fil du film, et le cerveau devient de plus en plus peureux à force que cela devient surréaliste. Et tous ces personnages à qui je trouvais un petit peu d'importance vont tous mourir dans le film, et il ne restera plus qu'un personnage à qui je trouve aucune grâce à mes yeux, Mila Jovovich. Je vais revenir sur les propos de Paul W.S. concernant son script. Il a pris la décision de supprimer Jill Valentine car pour lui, si les fans la voyaient à l'écran, tous savaient qu'elle survivrait à la fin. Et est donc parti sur le personnage d'Alice qui n'est jamais mentionné dans le film. On le découvre que dans le générique de fin et est amnésique afin que le spectateur puisse se reconnaître en elle puisqu'on ne sait pas à quoi on va s'attendre. Alors, monsieur Anderson, je comprends l'idée de vouloir nous surprendre, mais quand tu fais une adaptation, la moindre des choses est de respecter l'œuvre originale. Vous auriez aimé si Peter Jackson aurait fait ça, vous ? Allez, Gordon Whiskey, emmène l'anneau avec Alastor et Jean-Luc pour vaincre le mal. Et vous êtes un mage ? Ah non, moi je ne suis pas un mage, je suis un sorcier, c'est pas la même chose. Il faut surprendre les gens. Et Anderson étant un grand fan de Lewis Carroll avec Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir, c'est ainsi que l'héroïne s'appelle avec cet homonyme et que la méchante s'appelle la Reine Rouge avec ses références. Parce que si t'es si fan de Lewis Carroll, t'avais qu'à adapter ces films-là plutôt que d'avoir les daubes qu'on a eu récemment. Je suis encore vexé des fans de Tim Burton. Et pour finir sur le personnage d'Alice, elle est bien trop badass. Dans les jeux, le fait de ne plus avoir de munitions vous met en danger dans une ambiance pesante et vous oblige à vous enfuir. Alors que dans le film, elle tabasse des zombies à la main ou avec ses cuisses.
explose les chiens avec une facilité déconcertante. Tout compte fait, ça reste une bonne adaptation du jeu vidéo, mis à part ces petits changements surtout au niveau des personnages, mais ça reste quand même un bon moment à regarder, un peu nanardesque, mais quand même agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un petit peu plus longue que d'habitude, je dois l'admettre. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez la saga Resident Evil et si vous allez la regarder en cette période d'Halloween. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain Tout compte fait. Quoi? Hein? Non, je viens pas, je travaille là. Pas de bic. Hein? De quoi babo? Comment ça babo? Viens voir là, viens voir papa. Viens voir papa. Allez. Tu fais coucou à la caméra? Coucou à la caméra. Oui? Tu dis que t'empêches papa de travailler? Hein? Oui, coucou, ouais. Coucou, ouais, papa, il empêche de travailler. Comment tu veux qu'on fasse une vidéo de qualité si t'es là? Hein? Tu dis merci pour les 10 000 abonnés? Tu dis merci? Merci. Merci. Coucou à tous. Bisous.